Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu et vous êtes bien sur le répondeur des Human Coders. Je suis content d'être avec vous pour cette première édition de ce podcast. On va y parler techno, de pratiques de développement ou encore de sujets généraux, mais toujours en lien avec l'informatique. Le concept de ce podcast est assez simple. Dans chaque épisode, je vous pose une question et vous pourrez me répondre par vocal. Pour ce premier épisode, j'ai pensé à ces discussions passionnées que je pouvais avoir avec d'autres devs après certains meet-up à Paris. On parlait par exemple de techno qu'on adore, soit parce qu'elles sont utilisées massivement dans des sociétés ou des fois plus confidentielles, qu'elles soient robustes ou plus expérimentales. On adorait parler de ces technos qui nous ont le plus marqués. Je me souviens d'échanges passionnés, par exemple que je pouvais avoir autour de Helm, Rust ou encore Elixir. C'est à ce moment-là que j'ai pu découvrir des technos fascinantes. C'est pour ça que j'ai pensé que ça pouvait être un sujet intéressant pour ce premier podcast. Je te propose dans ce premier épisode de nous partager ta techno coup de cœur et pourquoi tu l'aimes particulièrement. Est-ce que tu as une anecdote ou une expérience sympa à nous raconter à son sujet ? Vous êtes bien sur le répondeur des Human Coders. Laisse-nous un message après le bip. Salut Matt, c'est Eric Burel, ingé freelance chez LBKE et formateur Next.js. Et je voulais répondre à ta question. Tu m'as demandé quelle est ta techno coup de cœur. Alors c'est une question qui m'a un peu perturbé parce qu'en fait j'ai plutôt tendance à avoir des technos coup de gueule. Je suis peut-être un peu pessimiste, mais je me suis un peu creusé la tête et j'ai quand même trouvé un coup de cœur, un vrai coup de cœur parmi les technologies que j'ai utilisées récemment. C'est Private GPT, que je vais m'autoriser à prononcer en franglais Private GPT. Voilà. Donc c'est une techno, tu le comprendras à l'acronyme GPT, une techno pour faire tourner des grands modèles de langage, des fameux LLM. Et le private, c'est pour privé, c'est-à-dire de façon à ce que tes données restent confidentielles. Mais paradoxalement, c'est pas vraiment l'aspect LLM, intelligence artificielle super intelligente qui peut générer tout un tas de textes, du code et qui va remplacer l'humanité d'ici 3 mois, d'après Elon Musk, d'ici 3 jours, d'après Bill Gates ou je ne sais quoi. En fait, c'est pas tellement cet aspect-là qui m'a intéressé, c'est plutôt tout ce qu'il y a autour. Et en fait, pour bien saisir ça, il faut d'abord que je te parle d'un concept qui s'appelle la bistouille, le Keeple en anglais, qui est en fait décrit par Philippe K. Dick dans Blade Runner, et qui est un truc assez marrant. La bistouille, en fait, c'est tout simplement tous ces trucs, tous ces détails administratifs, toute cette paperasse, tous ces petits trucs à gérer qui nous arrivent dessus un peu aléatoirement, et qui font une partie intégrante de notre vie sans qu'on n'y puisse rien. Et en fait, ça, Dick et les personnages de Blade Runner, ça les obsède un petit peu. Ils sont très perturbés par ça, au point qu'ils en montent une religion, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il va carrément leur falloir un prophète pour vaincre cette bistouille administrative, et que si on lutte pas en permanence au quotidien, on finit par être écrasé en fait par tous ces trucs administratifs. Donc si vous avez une phobie au moment de déclarer vos impôts, vous n'êtes pas les seuls. Il y a des auteurs que ça a beaucoup perturbé. Et donc, en fait, ce qui m'intéresse dans ce Private GPT, c'est sa capacité à gérer la bistouille. Parce que, mine de rien, quand on est développeur web, c'est quand même une grande partie de notre travail de gérer des aspects techniques en fait, qui ne sont pas visibles par l'utilisateur. Par exemple, ranger au bon endroit les fichiers qu'il a uploadés ou qu'il veut télécharger, sécuriser les requêtes, vérifier que les choses fonctionnent. Et donc, mine de rien, on est quand même fortement confronté à cette bistouille. Et donc j'en viens à ces intelligences artificielles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des algos super puissants, des modèles mathématiques qui sont incroyables, qu'on est capable d'entraîner avec des grandes masses d'énergie pour faire des choses un peu dingues. Mais en fait, tout ça, il faut les rendre utiles dans notre vraie vie, et notre vraie vie qui est faite de bistouilles, c'est-à-dire de fichiers PowerPoint, de formats qui ne sont pas intercompatibles, de vieilles versions de fichiers Word des années 90 qui s'ouvrent ou s'ouvrent pas selon le logiciel. Bref, on est entouré de bistouilles comme ça. Et en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette technologie, et dans un espèce d'effet de bord en fait de l'émergence des LLM, c'est que tout le monde a envie de les alimenter avec ces données un peu déstructurées, bizarres, bistouillesques, quoi.
Et donc, ça a entraîné en fait beaucoup de développement autour du modèle. Et donc, PrivateGPT, il est en capacité, par exemple, d'ingérer des formats tout à fait surprenants. C'est-à-dire qu'on peut lui donner nativement des PDF. Donc, PDF, c'est l'archétype du format de fichier qui n'est pas lisible, qui est semi-propriétaire, enfin, la vraie bonne bistouille, le format PDF. Et pourtant, il est capable de les gérer et d'aller extraire du texte depuis un PDF pour l'ajouter à sa base de connaissances. Et ensuite, le LLM va être capable d'utiliser les docs PDF que tu lui as fournis pour te donner des réponses. Donc, quand tu as beaucoup de documentation, par exemple, eh ben, ça va te permettre de te faire une sorte de chatbot personnel sur tes PDF. Tu peux aussi lui donner des PowerPoint, des images, des MP3, des CSV, des EPUB, des livres, c'est-à-dire des livres, des e-books, des notebooks Python de data science, des fichiers JSON. Alors, j'ai aucune idée de ce qui fait des images, par exemple, ou de l'audio. Peut-être que c'est en prévision de l'émergence de nouveaux modèles qui sont capables de gérer non seulement du texte, mais aussi des formats multimédia, hein, ce qu'on appelle des modèles multimodaux. Mais en tout cas, voilà, on peut lui donner tous ces fichiers, on peut même lui donner des dossiers, lui dire débrouille-toi. Et je salue vraiment cette capacité à faire face à la bistouille et à être capable d'accepter en entrée des données très peu structurées. Et du coup, ça, dans les entreprises, c'est assez génial parce qu'en fait, en gros, on peut faire avaler à cet outil-là un gros Dropbox interne d'entreprise. Toutes les données restent privées parce que ça tourne sur ton ordinateur. Il avale tout ça et tu obtiens un chatbot intelligent qui est capable de répondre à des questions que tu vas poser sur cette base de connaissances. Maintenant, bon, tout ça, c'est pas non plus parfait. Il y a quelques limites à cette techno. Par exemple, le risque, c'est que parmi tous ces projets géniaux, parce qu'il n'y a pas que PrivateGPT, il y a aussi tout un tas d'outils qui te permettent d'installer ces LLM plus facilement, etc. Il y a quand même un risque de voir émerger aussi des outils un peu malveillants, par exemple, qui pourraient te vendre de la privacy, de la protection de la vie privée, de la sécurité et à être malveillant. Donc il faut vraiment être méfiant aussi sur les acteurs qui créent rapidement ces outils, vérifier qu'on est face à un projet sérieux, donc il faut faire attention. Et il y a aussi le problème que, voilà, c'est une techno qui permet de faire tourner un LLM chez soi, mais le problème c'est que ces modèles-là, l'entraînement coûte très cher, mais leur opération aussi, en fait, ce qu'on appelle l'inférence, c'est-à-dire générer des réponses coûte très cher. C'est pour ça, d'ailleurs, souvent qu'ils sont un peu lents. Donc, ça nécessite quand même d'avoir du matériel chez soi adapté. C'est pas encore parfait, mais en tout cas, à nouveau, je salue la capacité de notre PrivateGPT. Je t'aurais fait une dizaine de prononciations différentes du terme, à toi de choisir la meilleure. Mais en tout cas, je salue la capacité de ce PrivateGPT à faire face à la bistouille. Salut Mathieu, c'est Jean-Philippe Baconnet, consultant chez Zenica à Nantes. Tu me demandais quelle était ma techno coup de cœur. Eh bien, pour moi, c'est clairement Quarkus qui me vient à l'esprit. Alors, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un framework open source Java avec un slogan qui est assez sympa, qui est Supersonic, Subatomic Java. Donc, bien sûr, ce framework a été créé pour améliorer les perfs de l'API Java. Le slogan en montre bien un peu ce que c'est. L'idée, c'est d'améliorer un peu la consommation mémoire qu'on peut habituellement trouver sur des API Java, mais aussi d'un point de vue du démarrage des API. Donc avec Quarkus, ça va super vite, c'est super impressionnant. Et en plus, l'expérience utilisateur est vraiment top. C'est-à-dire qu'on peut avoir du rechargement des modifications à chaud. Donc ça, on trouve facilement dans l'écosystème front. Mais côté back, on ne l'avait pas à l'époque parce que ça a été créé en 2019. Enfin, ou du moins, la version 1.00 a été créée en 2019, il me semble. Moi, j'ai découvert au Devox Paris, lors d'une université qui avait été présentée par Emmanuel Bernard et Clément Escoffier. Une présentation vraiment impressionnante qui m'a bluffé. J'avais mis un peu de côté tout ce qui était Java, de par sa lourdeur notamment. Et avec cette présentation, ça m'a vraiment réconforté à m'y mettre. Et depuis, j'ai quand même développé plusieurs API pour des projets perso ou open source avec ce framework. Donc c'est vraiment top. Donc en plus d'avoir de la rapidité impressionnante sur ce framework, il y a une autre feature qui est très intéressante, c'est la gestion des dev services. Donc en gros, ça va faciliter le développement. Donc par exemple, si tu prends une base de données Mongo,
En fait, Quarkus va te démarrer automatiquement une instance Docker de base Mongo. C'est super pratique et ça permet vraiment d'aller vite dans le développement de features et évite de perdre du temps à configurer des éléments du tooling qui tournent autour de ton projet. Quelque chose qui est aussi impressionnant, c'est la force de la communauté. Quarkus donc, est open source, il y a beaucoup de contributeurs et de contributrices sur ce projet. Et comme le framework utilise et fonctionne avec des extensions, donc par exemple si tu veux avoir une base de données Mongo, tu vas récupérer une extension de ce projet, et bien en fait le nombre d'extensions ne fait que augmenter avec toutes ces contributions, et c'est quand même impressionnant la vitesse d'apparition de nouvelles features. Alors moi, ce framework, j'ai commencé à m'y mettre et à contribuer dessus avec 2 collègues de Zenica, donc Loïc Mathieu qui est parti chez Kestra depuis un petit moment, et Guillaume Lefloc qui est directeur technique à l'agence Zenica de Niort, qui m'ont aidé de franchir le pas, justement, d'essayer de pousser des PR sur ce projet. Alors pour ma part, c'était plus sur du tooling, notamment avec l'aspect GitLab CI et configuration Gitpod, donc pour travailler sur du cloud. Et les quelques échanges que j'ai eu avec la core team ont toujours été top, donc c'est vraiment quelque chose qui est appréciable aussi, c'est de faire évoluer ce projet open source, ou de moi apporter des idées, ou de mentionner des éléments qui marchent un peu moins, on va dire, pour justement avoir toujours une amélioration continue sur ce projet. Donc voilà, donc c'était quelques mots pour ce coup de cœur. N'hésite pas à aller sur le site quarkus.io si tu as d'autres infos. À plus tard. Dans le monde des codeurs, bienvenue chez nous. Humain codeur, on parle des tech avec amour. Laissez un message après le bip, c'est notre slogan. Le podcast des développeurs pour partager notre passion. Yo Matt, c'est Julien Pallard, le formateur Python. Je suis en train de réaliser un truc, mais je pense qu'il faut qu'on en parle de vive voix. Passe au meet-up Python à l'April ce soir si tu veux, si t'as le temps, sinon on en parle plus tard. Bon, je te spoil 2 minutes avant de raccrocher. Tu vois, quand on parle d'annotation de type en Python, moi je viens du C, et quand j'associe un type à une variable, c'est avant tout pour le dire au compilo. Ça donne envie de se dire qu'en Python, c'est pareil. Enfin, on n'écrit pas le type pour le compilo, mais pour MyPy. Mais c'est pareil, quoi. Et ce que je suis en train de réaliser doucement, c'est qu'en fait, moi, quand je fais du Python, j'écris pas mes types pour MyPy. Et j'ai réalisé ça parce que j'ai plusieurs petits scripts où j'ai typé mes variables, j'ai fait mes annotations de type, mais j'ai jamais passé MyPy dessus, ni PyLint, ni rien, c'est des petits scripts. S'il te plaît, fais pas la blague, t'écris du C sans jamais le compiler. Non, je code pas sur du papier, moi. Et Najat, si tu m'as mis sur écoute téléphonique, ouais, elle était pour toi, celle-là. Non, j'écris mes annotations de type pour l'humain qui va relire le code. C'est moi, en fait, malheureusement, l'humain qui va relire le code. Enfin, je l'appelle FutureMe. Je suis un peu tout seul sur mes projets. Bon, ça a un autre problème. C'est de la doc, en fait, mes annotations de type. C'est une info supplémentaire, c'est un commentaire, en fait. Et d'ailleurs, quand on y pense, les annotations de type, au début, en Python, c'était des commentaires. Et donc là, je me dis de plus en plus que MyPy, il n'est pas là pour vérifier si les développeurs font un bon usage des choses typées, appellent les fonctions avec les bons types, etc. Je me dis que MyPy, il est là pour vérifier si les annotations de type que j'ai rédigées sont justes. Donc pour vérifier si mes commentaires sont justes. Et je trouve ça tellement plus sympa vu comme ça. En fait, on commande son code et on a un outil pour prouver que son commentaire est vrai. C'est trop cool. Et donc, ça recoupe, parce que j'ai toujours aimé dire on écrit du code d'abord pour les humains et après pour les machines. Après tout, les humains passent beaucoup plus de temps à lire du code que les machines. Pour une machine, c'est quelques millisecondes. Moi, quand je relis du code, malheureusement, ça prend un peu plus. Et donc, on écrit nos annotations de type pour les humains, pas pour les machines. C'est comme doctest, en fait. Je me fais la remarque maintenant que j'en parle, mais je vois plein de gens bourrer leur docstring de test unitaire et passer doctest comme outil de test unitaire. Mais en fait non, l'intention de doctest quand il a été créé, c'est pas ça. C'est de dire quand tu rédiges ta docstring, tu mets quelques exemples dedans et tu passes doctest pour prouver que tes exemples sont vrais. Enfin, pour vérifier qu'ils sont vrais. Pour prouver qu'ils sont vrais. Ouais, c'est pareil.
Et ouais, c'est moche quand tu lis un commentaire dans le code et qu'il est faux. Enfin, généralement, les développeurs écrivent pas des commentaires faux juste pour embêter les autres, mais qu'il est devenu faux. Parce que ça, on le fait tous tout le temps. On écrit du code, on écrit un commentaire qui va avec, et puis un peu plus tard, on fait évoluer le code et on oublie de faire évoluer le commentaire, et donc il est faux. Que ce commentaire soit un exemple dans la docstring ou de la notation de type. Et donc là, on a doctest pour vérifier si l'exemple est juste, et puis on a myby pour vérifier si l'exemple est juste, la notation est juste. Et là, je commence à vraiment trouver ça sympa comme concept, de dire on écrit des commentaires et on a des outils, on a 2 outils pour vérifier s'ils sont justes. Voilà, on en parle à l'occasion. Salut. Yo Matt, c'est David, comment ça va? Moi je suis développeur React Native en freelance chez Wiship Today et tu me connais, je suis un productivity freak et j'adore les tools qui me font faire gagner du temps. Et un truc qui a skyrocket ma façon de développer, c'est OhmyDish. Qu'est-ce que c'est OhmyDish? C'est un outil open source fait par la communauté qui permet d'améliorer ton expérience du terminal. Et c'est la dinguerie. Au niveau des features, il faut avoir des plugins et des thèmes. Et on sait que en tant que développeur, c'est important d'avoir une machine qui procure de la joie. Donc c'est pour ça que moi j'ai passé au moins 2 jours à chercher le thème parfait. Maintenant j'ai des belles couleurs, je suis trop content d'utiliser le terminal. Et au niveau des plugins qui me font gagner du temps, il y a plein d'alias avec Git. Quand j'écris de la merde sur mes commandes Git, il y a Git Fast qui permet automatiquement corriger mes fautes. Il y a aussi ZSH Syntax et Lightning pour savoir si une commande est exécutable ou pas. Si elle est exécutable, c'est simple, elle se met en vert, sinon c'est en rouge. Trop stylé comme truc. Après, j'ai aussi History Substring Search. Du coup, ça me permet de chercher dans toutes les commandes que j'ai tapées dans tout mon terminal depuis le début que j'ai mon Mac. Et aussi ZSH Auto-Suggestion pour automatiquement donner des suggestions sur ce que tu es en train de taper. Et le dernier, c'est Z. Quand je dois me déplacer dans mon folder, enfin dans mes folders, je fais Z, le nom du folder, et ça me permet de jump très rapidement dans différents dossiers. Et grâce à ça, je développe plus rapidement que toi. Et toi, qu'est-ce que tu utilises comme outil pour améliorer ton terminal? Le répondeur a pris son envol. Human Coders, donnez votre parole. Laissez un message, ce sera du fol. Le podcast des développeurs, c'est vous. Un micro ouvert pour tous les fous. Partagez vos expériences, vos histoires. Dans le monde codeur, soyez la victoire. Le répondeur, écoutez-le sonner. Laissez un message après le bip, oh yeah. Hello Matt, c'est Tamara Gilbert, ancienne développeuse et aujourd'hui freelance en gestion de projet tech. Ma techno coup de cœur, je crois que c'est le langage C, et surtout quand on l'utilise en programmation embarquée. J'ai beaucoup travaillé dans le développement embarqué et aussi j'ai fait un peu de robotique et je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est à la fois un langage ludique et sérieux. C'est ludique parce que tu peux vraiment faire des actions concrètes, expérimenter des choses en ajoutant un peu d'électronique et de mécanique. Mais c'est aussi sérieux parce qu'il faut vraiment faire attention à des aspects mémoire assez pointus. Il faut optimiser au mieux le code, parfois même en faisant de l'assembleur qui est très bas niveau. Il faut faire attention au vieillissement de la mémoire qui peut apporter des erreurs à long, voire moyen terme en fonction de l'utilisation. Les erreurs et les inattentions peuvent assez vite coûter cher et pénaliser le projet. Alors que quand j'ai fait de la programmation web, j'ai trouvé beaucoup plus de liberté et c'est un peu le bordel souvent. Chacun fait un peu comme il veut, les règles ne sont pas vraiment respectées et même parfois pas très claires. Et vu que ça n'a pas vraiment d'incidence directe sur le projet, on fait pas attention. Pourtant, ça apporte vraiment de la dette technique quand même. Alors qu'en embarqué, si tu exploses la mémoire, tu vas vite le remarquer, tu peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Je trouve que ça oblige vraiment à réfléchir, à poser le problème sur papier, à trouver le meilleur algorithme. Et pour moi, c'est un peu l'essence du dev, quoi. Donc, je pense que ça restera ma techno chouchoute, même si j'en fais plus trop pour le moment. Je pense que j'y reviendrai peut-être même très bientôt. Ouais, salut Mathieu. Donc moi, c'est Julien Crétel. J'ai plusieurs casquettes. Je suis développeur, chercheur en sécurité web
et formateur. J'anime notamment les formations Go et sécurité web pour Human Coders. Tu voulais savoir quelle était ma techno coup de cœur? Eh bien, je vais prêcher pour ma paroisse, mais en fait, ma techno coup de cœur, ça reste Go. Donc le langage Go, aussi surnommé Golang, qui est né chez Google il y a une douzaine d'années. Sans rien connaître du langage, je pense que tu reconnaîtrais sa mascotte. C'est une sorte de marmotte dessinée dans un style rappelant celui des lapins crétins, tu sais. Donc, mon histoire avec Go, en fait, j'ai découvert le langage assez tardivement. La sortie de la version 1.0 remonte à 2012. Mais moi, mon premier contact avec le langage date seulement de 2017, je crois. Et à l'époque, je vivais en Irlande, à Cork, et j'ai co-organisé une compétition de programmation algorithmique, à laquelle avait d'ailleurs participé un jeune Mathis Hamel, et je crois même que son équipe avait remporté la compétition. Bref, je te passe les détails. Il se trouve que Google était un sponsor de la compétition, et l'un des prix était un bouquin sur Go. Et donc j'en avais profité pour feuilleter le bouquin, et puis j'avais été intrigué, on va dire. Mais j'avais quand même des réserves. Donc notamment, je trouvais l'absence de constructeur assez déroutant, notamment quand on vient d'un langage comme Java ou Scala, un langage plus traditionnellement orienté objet. Mais au final, j'ai fini par m'y mettre et j'ai trouvé que c'était vraiment une bouffée d'air frais et que le langage offrait un contraste assez salvateur avec les langages auxquels j'étais habitué. Et donc j'ai fini par quitter ma boîte, la boîte irlandaise pour laquelle je bossais, je suis rentré en France. Et puis, à partir de là, je me suis mis en indépendant. Et en fait, la lune de miel avec le langage Go n'a jamais vraiment pris fin. D'accord ? J'aime toujours le langage. Donc, pourquoi c'est ma techno coup de cœur ? Pourquoi ça reste ma techno coup de cœur ? Mon premier point, ce serait l'expérience de développement. Le compilateur est super rapide. Je ne sais pas si tu visualises la BD XKCD numéro 303, pardon. Tu sais, c'est celle où tu as deux devs qui sont juchés sur des chaises roulantes et qui se battent avec des épées en bois. Et puis il y a le boss qui les voit passer et qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Retournez au travail !» Et les deux rétorquent « Mais en fait, nos programmes sont en train de compiler, donc on attend comme on peut. » Et en fait, cette situation ne se produit jamais en Go. Le compilateur est tellement rapide que ça dure quelques secondes à tout casser. Un autre point, c'est dans l'expérience de développement, c'est que tu as un outil de formatage. Donc, en admettant que ton IDE soit bien configuré, tu vas sauver ton fichier et en arrière-plan, tu vas voir l'outil de formatage qui va arranger ton code de manière uniforme et standardisée. Et ça te fait gagner énormément de temps en revue de code. D'accord ? Tu ne te prends pas la tête avec tes collègues à dire « Ah non, mais il faut aérer le code, il faut passer à la ligne ici, etc. » Tout ça, c'est fait pour toi. Donc tu peux te concentrer en revue de code sur les aspects qui sont vraiment importants. En plus de ça, la bibliothèque standard est bien fournie. Contrairement à d'autres écosystèmes, on peut tout à fait s'en sortir sans utiliser de gros frameworks web ou de gros frameworks d'injection de dépendance. Je pense que tu vois de quel écosystème je parle. Et puis, l'outillage est vraiment bien fourni, donc test, couverture de code, profilage, tout ça c'est intégré à la toolchain de Go. Et le langage est super stable. Donc à ce jour, il n'y a aucun plan de l'équipe Go pour passer à une version 2.0. En fait, l'équipe Go s'engage à ce que tes vieux programmes, les vieux programmes Go que tu as écrits il y a une dizaine d'années, continuent à compiler même avec des versions plus récentes du compilateur et de la bibliothèque standard. Donc ça, c'est quand même appréciable. Ça veut dire que tu peux migrer d'une version de Go à l'autre sans problème. Mon deuxième point, alors ça c'est un peu particulier, c'est un peu surprenant, c'est la gestion d'erreurs. C'est vrai que c'est pas très sexy, mais c'est une force de Go. Donc Go n'a pas véritablement de système d'exception, et les erreurs sont des valeurs comme les autres, sont des valeurs à part entière. D'accord ? Et en fait, la culture du langage, c'est de t'encourager à éliminer les cas d'échec au fur et à mesure qu'ils se présentent dans ton programme. Donc ça donne lieu à des programmes qui sont de prime abord assez verbeux et qui peuvent en rebuter certains et certaines, mais au final, ton code est très clair, et en fait, tu ne mets pas les cas d'échec sous le tapis, d'accord ? Tu les traites, et c'est un peu difficile à exprimer, à expliquer sans un support visuel, mais en fait, ton code est très fin, d'accord ?
décrit souvent du code Go. En fait, du code Go idiomatique, ça ressemble à une colonne de journal, d'accord ? Ça ne dépasse pas les 80 caractères de large. D'accord ? Donc, si tu as un écran incurvé, tu peux le remiser, tu n'en auras pas besoin avec Go. Et puis, le dernier aspect que j'aimerais mentionner, c'est la concurrence. Donc, la concurrence, on pourrait définir ça comme l'art de composer un programme de manière à délimiter les tâches qui peuvent s'exécuter de manière indépendante les unes des autres. D'accord ? Et donc, l'un des attraits de Go, c'est qu'il a des primitives de concurrence. C'est intégré au langage. D'accord ? Et donc, ça, c'est super parce que ça veut dire que tu peux rendre tes programmes plus performants de manière assez facile en parallélisant ce qui peut l'être. Comme par exemple consommer différentes API en même temps. Et ensuite rassembler les résultats, agréger les résultats. Donc ça, c'est vraiment un point fort de Go. Un dernier point que j'aimerais aborder, c'est qu'on met souvent Go en opposition avec le langage Rust. Donc, à mon sens, inutile de faire une guéguerre entre les deux, il y a de la place pour les deux langages. Rust est assez différent, donc Rust est beaucoup plus expressif, il confère plus de garanties à la compilation, et il est plus performant. Par contre, Go est bien plus facile à apprendre en fait. D'accord ? La courbe d'apprentissage de Go est bien plus douce que celle de Rust. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et puis, par rapport à la différence de performance entre les deux, à moins que tu sois un gros CDN comme Cloudflare ou que tu fasses de l'embarqué, tu ne vas pas vraiment voir la différence de performance entre les deux langages. Donc en fait, à toi de voir ce qui te convient le mieux. Les deux peuvent être utilisés dans différentes cas de figure. Voilà, c'était à peu près tout. À plus. Go, je suis facile à lire, simple et précis, Rust répond, je suis robuste, je suis un génie. Les deux se confrontent, c'est une guerre amicale, mais aujourd'hui on préfère faire la fête côté Go, c'est normal. La bataille fait rage, Go et Rust dans la cage, mais aujourd'hui on prie pour le code de Go. C'est sauvage que le meilleur langage gagne, que l'on danse sans ennui. Go, c'est notre champion. Salut Matt, c'est Karine Bosch. Je suis dev backend depuis 2 ans environ, freelance aujourd'hui, et je voulais te raconter ma rencontre avec Python. J'ai commencé comme dev JavaScript, et pour moi, Python c'était un langage qui était plutôt réservé à ceux qui veulent bidouiller, pour faire un peu d'automatisation ou un peu de domotique, ce genre de choses. Et un jour, j'ai lu un article dans le numéro spécial Python du magazine Programmer. Et je me suis rendu compte que finalement j'avais tort. C'est un langage hyper puissant. Il est vraiment partout. On trouve vraiment du Python partout, dans plein de domaines différents. En plus, il est très populaire depuis quelques années maintenant. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vraiment halluciné sur le nombre de domaines dans lesquels on le retrouve. On fait de la data science, du machine learning, de l'intelligence artificielle avec Python. Aujourd'hui, il a remplacé le BASIC dans les calculatrices des collégiens, des lycéens. Il a été utilisé pour faire des effets spéciaux dans beaucoup de films, notamment ceux de George Lucas avec son entreprise ILM. Il est utilisé aussi dans Blender, dans des logiciels de CAO. Il y a même des sites internet assez connus, comme Instagram, Pinterest. Mozilla aussi est fait avec Python et avec Django. C'est vraiment des domaines hyper vastes, hyper variés. En découvrant ça, j'ai eu envie d'en faire un post LinkedIn et en disant que je voulais tester, apprendre Python et à la suite duquel j'ai commencé à échanger avec un expert Python qui m'a proposé de m'aider à faire le switch de JS à Python. Sur ces conseils, j'ai commencé par la doc Python à la base, le tuto officiel tout simplement sur le site de Python, mais également des clash of code sur Coding Game pour m'habituer à la syntaxe sur des exercices courts. Moi qui détestais les coding games, j'ai appris à les aimer et j'ai découvert plein de façons de faire grâce à ces petits exos en pouvant regarder le code des autres participants au clash. Et c'était vraiment très intéressant. J'en fais d'ailleurs encore de temps en temps. Avec la pratique, j'ai rapidement été séduite parce que j'ai trouvé que la syntaxe était plutôt simple. Je me suis sentie à l'aise assez rapidement et ça m'a paru naturel comme façon de coder. Même sans être habitué au langage, je pense qu'on peut facilement comprendre ce qui a été fait dans le code et comment il fonctionne. Je trouve que c'est élégant,
Il est agréable à lire, c'est assez facile à déchiffrer, épuré. Puis il y a vraiment des tonnes d'outils, de lib qui sont disponibles pour te simplifier la vie, c'est assez top. Un autre point aussi que j'ai adoré, c'est la communauté. C'est vraiment une grande communauté, très ouverte à la discussion et qui échange et partage beaucoup. D'horizons variés, il y a les data scientists, les data engineers, les software engineers, des scientifiques. Il y a même des personnes qui ne sont pas développeurs mais qui utilisent Python dans leur métier. Je pense à une personne que je connais qui fait la supply chain. J'ai aussi fait la connaissance de réels passionnés et de sacrés experts depuis que je travaille sur Python. Et c'est des personnes qui m'apprennent et qui m'apportent beaucoup dans mon métier. Et ça, c'est chouette à vivre. Puis j'oubliais, j'ai même appris récemment que le CERN utilise Python et FastAPI, un framework Python, dans le système de contrôle de l'accélérateur à particules. C'est quand même la classe, un truc comme ça. Chaque jour, je découvre un truc et je me dis « Oh, mais c'est trop génial !» Comme une gosse dans un parc d'attractions. Et c'est pas tous les jours facile, mais c'est tellement stimulant. Bon, comme tu l'auras compris, en cherchant à charmer le serpent, finalement, c'est lui qui m'a charmé. Allez, ciao Matt. Salut Matt, moi c'est Pierre Chapuis, je suis développeur dans diverses startups depuis une quinzaine d'années. Et pour ma techno coup de cœur, j'ai pas hésité très longtemps, je vais parler de Lua. Ma rencontre avec Lua, ça remonte à 2006. J'étais étudiant en prépa, je programmais, j'utilisais Linux comme OS principal depuis environ 5 ans. J'avais fait du web, j'avais fait du jeu vidéo, mais j'avais une approche plutôt admin sys que dev. J'utilisais des langages dynamiques comme Perl et un peu Python, et j'avais des bonnes bases de C. Et jusqu'à là, j'avais une approche plutôt pragmatique de l'informatique. Je voulais faire quelque chose, et j'apprenais ce qu'il fallait que j'apprenne pour atteindre mon objectif. Mais là, j'ai commencé à vouloir vraiment comprendre ce que je faisais, et mon idée, c'était de comprendre toute la stack jusqu'à la machine. Donc j'ai commencé à faire un peu d'assembleur, à écrire un bootloader, etc. Mais rapidement, je me suis rendu compte que si je voulais vraiment comprendre la stack que j'utilisais, par exemple Python et Linux, ça allait être très compliqué, parce que c'est des gros programmes avec des centaines de milliers, voire des millions de lignes de code, et que je ne pourrais jamais lire tout ça. Donc j'ai décidé de commencer par changer de stack, et utiliser une stack beaucoup plus simple. Et j'ai atterri sur Minix3 parce que c'est un des OS qui sont faits pour l'enseignement et dont le noyau est très simple, c'est à peu près 5000 lignes de C, le Minix3. Et pour le langage, j'ai choisi Lua. Alors Lua, c'est un langage dynamique, mais dont la base de code est de l'ordre de 15 à 20 000 lignes de C. Et ça veut dire que si vous comprenez C, vous pouvez raisonnablement lire et comprendre l'intégralité du code de l'interpréteur Lua. Alors Minix3, je l'ai utilisé comme OS principal pendant quelques mois, mais j'ai fini par revenir sous Linux parce que c'était quand même plus simple. Par contre, Lua, j'ai vraiment accroché et c'est devenu mon langage dynamique préféré. Parce qu'en plus d'être simple, il a pas mal d'autres avantages. D'un point de vue syntaxe et sémantique, on peut voir Lua comme une sorte de Lisp déguisé en langage impératif. À l'époque, dans la communauté, on avait une blague qui était de poster une photo du manuel de Lua avec la légende Lua The Good Parts, parce que ça fait à peu près la même taille que le livre JavaScript The Good Parts de Douglas Crockford. Je vais pas faire l'inventaire des fonctionnalités du langage, mais il y en a deux que j'aime bien mettre en avant. La première, c'est qu'il a des vrais tail calls, donc vous pouvez écrire du code récursif qui provoque pas de Stack Overflow. Et la deuxième, c'est qu'il a des coroutines asymétriques. Et ça permet d'écrire du code qui a l'air d'être séquentiel, mais qui peut s'exécuter de manière synchrone ou asynchrone en fonction de l'environnement d'exécution. Du point de vue de son implémentation, Lua, c'est écrit en Clean C, qui est un sous-ensemble commun du C ANSI, donc du C89 et de C++, et ça le rend extrêmement portable, sur tous les OS et tous les matériels dès que vous avez un compilateur C. En plus, l'API C du langage est vraiment bien fichu. Si vous avez déjà essayé d'écrire des modules natifs pour Python ou Ruby, vous verrez que pour Lua, c'est beaucoup plus simple. En plus de tout ça, il a une très faible empreinte mémoire et il est assez facile à sandboxer. Donc tout ça, ça en fait un langage parfait pour scripter des applications natives. Et c'est pour ça qu'on le retrouve beaucoup dans le monde du jeu vidéo, mais aussi comme langage de script de programmes comme VLC, Redis, Nmap, HAProxy par exemple. L'idée de Lua, en général, c'est pas d'être un langage qui fait tout, c'est d'être un bon langage dynamique et de laisser les parties bas niveau à un autre langage comme C, ou aussi C++, Rust, Go, Zig, et même un langage créé pour ça qui s'appelle Palen. Il y a deux implémentations principales de Lua. Celle dont j'ai parlé jusqu'ici, c'est l'implémentation de référence qu'on appelle PUC Lua parce qu'elle est développée à l'Université pontificale catholique de Rio de Janeiro. Et il en existe une autre qui s'appelle Luajit, qui a été développée pour la performance et qui a pas mal influencé V8
et toute la vague de compilateurs just-in-time qu'on voit arriver dans les langages dynamiques comme Ruby et Python maintenant. Donc moi, depuis 2006, j'utilise Lua pour plein de trucs. Professionnellement, actuellement, c'est pas le cas, mais ça a été dans 2 précédentes entreprises. La première, c'était pour faire du machine learning avec LuaJIT, justement. Et puis avec le framework Torch 7, qui est devenu PyTorch depuis et qui utilise malheureusement plus Lua, mais Python. Et la deuxième, c'était comme langage embarqué dans une lib multiplateforme qu'on mettait dans des applications desktop, mobile et sur du hardware dédié. À titre perso, je l'utilise pour plusieurs projets, comme le générateur statique de mon blog par exemple, et je maintiens et je contribue à plusieurs bibliothèques open source, et je suis pas mal impliqué dans la communauté de Lua. J'ai coécrit un livre sur Lua en français par exemple, j'ai co-organisé la DevRoom Lua au FOSDEM certaines années, je maintiens un miroir officiel du package manager LuaRocks, qui est l'équivalent de RubyGem, CPAN ou du Python Package Index. La communauté, c'est quelque chose que j'adore avec Lua, parce que si on prend par exemple les 20-25 premiers langages de programmation dans le monde, c'est le seul qui n'a pas été créé dans le bloc de l'Ouest. Et donc la communauté, elle est relativement petite, mais elle est très diverse. On retrouve des Américains, des Européens, mais aussi pas mal de Chinois et de Russes par exemple. Et du coup, c'est très enrichissant. Pour finir, actuellement, j'utilise pas mal et je contribue aussi un peu à un projet qui s'appelle TIL, qui est un peu la même chose que TypeScript, mais pour Lua. C'est-à-dire ça permet d'écrire du Lua statiquement typé. Donc si vous préférez les langages typés, jetez-y un œil. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir Lua. À la prochaine, Matt et Human Coders.